LASIK. Donc le LASIK, vous connaissez tous, c'est la technique la plus utilisée dans le monde. La technique de chirurgie réfractive la plus utilisée dans le monde. Pourquoi? Alors, vous connaissez les étapes, on va les revoir. Les avantages. Les avantages, c'est la récupération très rapide. Encore une fois, un peu de sagesse. Quand je dis à un patient, vous récupérez rapidement, je ne lui dis pas que vous allez voir 10 sur 10 le lendemain net et que vous pouvez aller opérer si vous êtes chirurgien. Tout est relatif. Il faut savoir peser les mots. Et laissez-vous de la marge. LASIK, je lui dis, vous récupérez 80% de votre vision le lendemain, 90 à 80% de la vision que vous allez avoir à la fin. Ce n'est pas comme la PKR au lendemain, il voit 2 dixièmes. Mais il restera 20% qui prendra 3 mois. Vous avez compris? Parce qu'il y a encore de l'œdème, parce qu'il y a encore de l'eau, parce qu'il y a encore du remaniement. Vous savez que quand vous changez le shape de la cornée, l'épithélium va venir, il va essayer de cacher, il va essayer de modifier. Donc il y a des modifications épithéliales, même sur des LASIK. Ce n'est pas une cicatrisation, mais c'est une modification épithéliale. Donc, عمرك ما تقج راسك نفتح لك اليوم غدا سير خدم غدا سير سوق. Non. Laisse-moi, je me réserve tout le temps que je veux. On va vous opérer, vous allez être autonome le lendemain. Vous pouvez aller au bureau. Si vous n'avez pas une charge de travail élevée, vous pouvez aller au bureau, travailler, etc. Mais il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir voir. Et il faut, parce qu'il n'y a pas que l'œil, il y a l'adaptation cérébrale. Il y a l'adaptation cérébrale. Parce que le cerveau de patient, j'ai une patiente à Mrinsa, je lui ai fait un LASIK, elle m'a demandé de faire œil par œil. Là, ok, ça vous coûtera plus cher parce que vous allez rentrer au bloc 2 fois. Ok, je paye, pas de problème. J'ai fait un œil, -5, -5. J'ai fait un œil, -5, nickel, lendemain 10 dixièmes. Il m'a fait une petite déprime. J'attends qu'elle vienne pour le deuxième. Normalement, on dit 10e. Elle a les moyens, c'est pas quelqu'un qui... Elle a fait le deuxième après 2 mois ou 3 mois. Pourquoi? Elle est rentrée dans une petite dépression. Il m'a dit... J'ai pas accepté, j'ai eu du mal à accepter ma nouvelle vision, même si elle est hyper... Et c'est trop clair. C'est trop clair. Et donc, ça a pris 3 mois pour qu'elle décide de faire le deuxième œil. Et j'étais obligé, parce que normalement, c'est un profil psychologique que je n'aurais pas dû opérer, parce que j'étais encore débutant, mais j'étais obligé de faire le deuxième œil. Je ne peux pas la laisser anisométrope. Et j'ai fait le deuxième œil. Mais, l'acceptation... Même la joie, quand vous rencontrez un vieil ami, quand vous le rencontrez, vous pouvez rire, vous pouvez pleurer, vous pouvez avoir des émotions assez particulières. Et bien la réponse d'un patient à un résultat parfait ou très bon de la chirurgie réfractive peut aller vers le côté de la tristesse. Et les patients, ils ont des profils psychologiques très particuliers. Donc, laissez le temps de votre côté. إلا قلتي له غدا غتمشي للبيرو غتخدم وغدير هذا ارجع عندك انا مازال جو فوا دو فلو اي سي دو سوبجيكتيف وحيد لهم راسو سي دو سوبجيكتيف لا راك مزيان ما تقولش لي انا ندير لك الاي تريس راهي لي تري بيان لا 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 ما تقولش لي انا هادشي انا مازال كنشوف الفلو كيبان لي البلام الشتا انا كنسبقها له من الاول 3 شهور غتشوف البلام الشتا و 3 شهور 3 mois ne conduisez pas seul à chaque fois يكون معك شي واحد comme ça il prend la main donc toujours garder de la marge pour vous. Et si le patient veut se faire opérer chez vous, il va revenir. Donc, le temps, jamais ne dites « Ah, ça fait vous allez très bien ». Deuxième chose, l'effet waouh. Il y a un effet waouh. Ça, c'est indéniable. Les patients LASIK, ils ont un effet waouh à partir de 3 heures après le LASIK. Il fait le LASIK, il se lève, le PKR, il voit directement. Le LASIK ne voit pas immédiatement. Il a encore du flot. Mais au bout de 3 heures, c'est un changement radical dans leur vie. Ils viennent le lendemain. En général, c'est des patients qui sont contents, qui rigolent, qui nous font de la publicité ici dans le cabinet, qui viennent prendre des photos, qui ramènent des fleurs, qui ramènent des cadeaux, etc. Et ça, c'est ça la gratification de cette chirurgie. Donc, il y a un effet wow qui est indéniable. Et la douleur qui est diminuée. On dit pas de douleur. Il ne faut pas dire pas de douleur. Il y a des patients qui sont très sensibles à la douleur. Vous ne lui dites pas de douleur, ça pique parce que la douleur, c'est un mot très vaste. La douleur, c'est
le picotement, c'est l'irritation, c'est la vraie douleur. Et quand vous identifiez le type de douleur, en général, c'est picotement. Et le picotement, il est tout à fait normal, parce que vous avez fait une découpe, et parce que vous avez utilisé des instruments, et parce que vous avez mis de la bétadine dans l'œil, et parce que vous avez mis des éléments qui sont assez irritants pour l'œil, qui vont créer une petite douleur. Donc, ne dites pas aux patients, vous n'allez pas avoir mal, dites-leur, vous allez avoir une gêne, ou un peu mal, ben vous supportez. Quand je reçois des femmes qui me disent « Ah, j'ai mal, j'ai passé une sale soirée, j'ai mal, ok, d'accord. Est-ce qu'on peut vous opérer sans problème? Est-ce que quand vous accouchez, est-ce que le lendemain, vous pouvez aller courir, césarienne, c'est des cicatrices, il faut cicatriser, etc. Donc, toujours ramenez-les à des situations habituelles chez eux. Et l'œil est fragile et sensible. Et je leur fais un exemple toujours. Deux personnes de la même manière. Chacun a son seuil de douleur. Docteur. Donc, toujours savoir, la réfractive, c'est beaucoup de discours, beaucoup d'explications, beaucoup des tournures de phrases. La douleur, si vous dites au patient, il n'y aura pas de douleur. Waouh! Et rapidement vous récupérez, eh bien vous allez avoir 20% des patients qui vont râler. 20%, ils vont l'avoir, mais 20% ils vont râler. Autant, ayez de la marge, il y aura un peu de douleur. C'est tout à fait normal qu'il y ait de la douleur. Mais quand tu lui dis il va y avoir de la douleur et il ne l'a pas, il y a la bonne surprise. Quand tu lui dis tu vas voir un peu flou et qu'il voit très bien, c'est là où il y a l'effet waouh. هذا l'effet واو ما نوعدوش به. خليه هو يجي به. وهذاك هو اللي كيكون عنده لي زيسبيرونس انا حطيت له لي زيسبيرونس غير شويه الا يو بلوس. هذاك هو اللي كيجيب لي بوكيت فلور وكيجي فرحان نون سولمون ليا وكيجيب ليكيب كامله وكيجيب الشوكولاط وكنفرحوا شويه وكنضحكوا etc. Donc ne laissez le malade, laissez la surprise venir du malade. Aussi la fiche, comme on a vu tout à l'heure, on passe rapidement parce qu'on a les sons cyclo avec cyclo, l'œil dominant, topographie, test l'arme chirurgicale. Alors, là tu حبس لي عند هذه، حبس لي عند هذه. انا راه درتي جوج في الميم هذه راه خصها بوحده وهذه بوحده. رجع. Zone optique white to white, كل واحده بوحدها. نهضروا على la zone optique. La zone optique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'ablation, le calcul qu'on fait. Le white to white, il est très important dans le LASIK. Pourquoi? Le choix de l'anneau de succion, numéro 1. 2, j'ai choisi l'anneau de succion. Je vais faire un flap. Quelle est la taille de flap que je vais faire? J'ai un traitement, j'ai fait ma fiche de traitement. C'est une fiche de traitement? C'est rapidement, fiche de traitement, j'aurais aimé qu'on ait une fiche de traitement LASIK. Vas-y, voilà. Très bien, fiche de traitement. Voilà. J'ai une fiche de traitement. Alors l'ablation, la zone optique c'est 6,30 par exemple. La zone de transition 1,40 et j'ai 7,70 de zone à traiter. Il faut que le laser qui va descendre, il va descendre dans un lit que j'ai déjà coupé. Est-ce que je vais mettre 7,70 de flap? Ce n'est pas possible. Il faut que le flap soit plus grand. La table est plus grande que l'assiette. Quand vous voulez manger, la table est toujours plus grande que l'assiette. Donc, le laser, la zone optique et la zone de transition, la zone totale de traitement, doit être plus petite que le lit stromal. Donc, je vais essayer de faire le plus grand lit stromal possible pour que le laser descende dedans. Or, parfois, j'ai des zones de traitement qui sont larges, surtout chez les hypermétropes, ou parfois j'ai des zones de 9, et j'ai un white to white de 10. Je vais couper, j'ai juste 10 mm, je dois laisser une petite marge parce que je ne peux pas couper au limbe, sinon c'est l'invasion épithéliale. Et je dois laisser 1,5 mm de chaque côté, 3 mm. Imaginez, j'ai 10, 3 mm, un 17. 7 de flap. Est-ce que je peux traiter? Je ne peux pas traiter. 8 de flap. Je ne peux pas traiter parce que la zone est trop petite. La zone de traitement, elle est grande. Donc ce patient, je vais le récuser de toutes ces chirurgies laser, même s'il n'a que plus 4, parce que
Le white to white, le diamètre cornéen ne me permet pas de faire un flap convenable qui va contenir mon traitement laser. Et le traitement là va déborder. Donc s'il va déborder, il va être inefficace. Deuxièmement, et dans les hypermétropes, on sait très bien qu'on a l'angle kappa qui est souvent large. Alors, l'angle kappa, c'est quoi l'angle kappa? Et l'axe visuel, très bien. C'est la différence, c'est l'angle entre l'axe visuel et l'axe pupillaire. Qu'est-ce que je traite? L'axe visuel. Très bien. Il doit être inférieur à 0,5. Même s'il est grande, il est plus grande, il faut ajuster. Quand c'est plus grand, j'ajuste. C'est-à-dire que j'ajuste le flap, je peux rentrer dans la machine là où je vais mettre le flap, où je mets un flap large, et la machine, elle va suivre le traitement, elle va le donner là où il faut. Mais je ne veux pas mettre un flap ici. J'ai un angle kappa. Imaginez, le flap, il est là. Petit. L'angle kappa est large. Donc le centrage, il est là. Le laser, il est grand. Et il va traiter comme ça. En dehors. Hein? Je vais le centrer. Mais si j'ai un white limit, je ne peux pas. Ça fait. Donc, je vais récuser ce malade pour raison de diamètre de la cornée. C'est pour ça, alors, toujours la zone optique, on la détermine avec les éléments qu'on a vus tout à l'heure, la pupille photopique, la pupille mésopique pour déterminer la bonne zone optique, etc. L'angle kappa dont on a parlé. L'angle kappa, c'est quoi? C'est l'angle de différence entre l'axe visuel et la pupille. Par opposition à l'angle alpha, qui est la différence entre le centre de la cornée, entre le blanc à blanc et l'axe visuel. Ici, on s'intéresse à l'angle kappa, parce que la machine, elle va faire son eye tracker sur quoi? Sur la pupille. Donc la machine, elle va aller repérer la pupille. Et elle va centrer son traitement sur la pupille. Mais la machine a déjà calculé l'axe visuel final. Donc son repère, c'est la pupille, mais elle va traiter l'axe visuel. Vous avez compris? Son repère, c'est la pupille. Mais elle doit se décaler de la pupille d'un certain nombre d'un angle et elle va traiter. Quand je vais faire mon flap, je vais le focaliser manuellement. C'est-à-dire que je vais voir la cornée, je vais la notation. Alors, je n'ai pas un aberromètre dans mon œil. Je le mets, j'essaie de centrer au maximum, donc j'essaie de faire un flap le plus large pour qu'il me contienne le traitement. Après, il y a une partie qui n'a pas été traitée, ce n'est pas grave. Tu peux le décentrer sur la machine. En général, je ne décentre pas. Il y en a ceux qui décentrent. Moi, je le mets large. J'agrandis le flap le maximum possible. Si le flap que j'ai agrandi, il va me contenir le traitement, j'ai fait mon calcul, il va me le contenir, j'exécute le traitement. Si je l'agrandis et je me laisse une petite marge de mobilité, sinon, j'essaie de réduire la zone optique du traitement. Si je réduis la zone optique, parfois je suis obligé de réduire même la métropie, parce que l'hypermétropie, la zone optique, je crée high order aberrations, ou carrément je change de technique. Je dis voilà, on peut faire le LASIK, mais malheureusement on est limité par ça et on ne va pas le faire, on va faire une autre technique. Mazel, pas encore, je vais voir s'il y a autre chose. Alors, on a le diamètre du flap, la position du flap, le diamètre du flap. La position du flap, elle est importante. Si j'ai un profil d'ablation, vous avez un profil d'ablation, l'œil, la cornée, supérieure, inférieure, nasale, temporale. Mon profil d'ablation, il ressemble à ça. À l'ablation. L'hinge, la charnière, où est-ce qu'elle doit être? La charnière, quand je coupe, je mets une charnière. Je vais la mettre supérieure. Si par exemple, j'ai un profil d'ablation qui est comme ça. Où est-ce que je mets la charnière? Je la mets en supérieur. Il y a ceux qui font systématiquement supérieur, sans regarder
Le profil d'ablation, je ne peux pas le faire au bloc. Je le fais avant. Je le dessine avant. Et donc, là, je vais le faire une charnière nasale. Pour laisser ce laser, il me dit non. Ou même si j'ai un pont ou il n'y aura aucun traitement de la zone. Pardon? Là. On préfère le faire en nasal. Alors, quand on le fait en nasal, c'est plus facile à manipuler. On peut le faire en temporal. Mais tu vas le rabattre sur le nez et tu vas traiter. La partie ouverte, qui est, on va dire, qui peut être sujette à des infections, il faut qu'elle soit loin de la rivière lacrymale. C'est tout. On s'éloigne un petit peu. On peut le faire, mais il est préférable de le faire en nasal. Nasal ou super. Ou bien oblique. Parfois, j'ai un profil d'ablation qui est comme ça. Eh bien, je peux régler la charnière où est-ce que je vais la mettre. Qui m'abrite. Donc, la taille, la forme, je peux mettre une forme elliptique, je peux mettre une forme ronde et je peux choisir la charnière, la taille, la profondeur, tout ça, on va le voir. Alors, puis, RST, le PTA, on le calcule. Chaque malade, on calcule le PTA. C'est le percentage of tissue altéré. C'est quoi? C'est, on a tout à l'heure. Suivant. Alors, dans le cadre de la réglementation le patient, il va nous signer au cabinet, ça, c'est avec sa main, qui dort les yeux à opérer, on met la date, il met la technique qu'il va mettre et il signe. Et après, il va signer le consentement de la Société marocaine d'ophtalmologie. Et on a effacé, il écrit son nom et il écrit OAFEQ. OAFEQ, où là, lieu est approuvé. Comme ça, on a une écriture, son écriture. Sa manière d'écrire, on peut la faire vérifier. Ce n'est pas une signature uniquement, signature et écriture, pour avoir une preuve. On passe. Parce qu'on a eu des patients même au cataracte. Le cabinet qui dit أنا بغيت نفتح على l'œil droit, qui يمشي لك يقول لي أنا قلت له l'œil gauche. كتب لي كاين لو غدير. Et qui دور عليه. Il y a une contradiction entre les deux, je reporte le malade et je donne un avertissement à la fille. Je le حوايج. Donc là, on fait notre profil, on le fait ici. Donc on va choisir ORK-CAM, on continue. Zid. Donc là, on fait rentrer notre réfraction, on a les éléments qu'on a vus tout à l'heure, l'âge, etc. On choisit femtolasique, on continue. Et on a notre profil d'ablation. Et on gère la zone optique, on peut réduire la zone optique, on peut l'augmenter. Et on va voir les éléments, le RST, tout ça, on va le noter sur la fiche qu'on a à la fin. Et à la fin, je vais aller à la clinique avec 2 fiches par œil. La fiche du traitement, signée, et la fiche du flap, qui est aussi remplie et signée. C'est-à-dire que mon flap, je ne vais pas le faire la clinique. Quand j'exécute mes traitements pour pouvoir faire vite et pour ne pas me tromper, j'ai une fiche. Le nom du malade, l'œil, et j'ai la pression que je vais utiliser, des choses liées. Je peux mettre le flap de 110 ou 120 ou 130, et la position du flap, et la taille du hinge, et le white to white qui me le remplissent, et moi je choisis le diamètre postérieur et la notation que je vais choisir. Et tout ça, on peut le modifier. Le flap 110. Quel est le meilleur flap possible? L'épaisseur du meilleur flap possible. Qui dit mieux? Le meilleur flap, c'est le flap le moins épais qui ne se plie pas. C'est le flap. C'est-à-dire, j'aimerais mettre un flap de 90, mais j'ai le risque de pli du capot. Pour éviter tout ça, je vais flap de 130, mais je vais trop couper dans la cornée, je vais aller profondément. Donc, je vais jouer ablation et il faut un bon compromis. Même le flap, il n'est pas fixe. Quand je traite un hypermétrope, je vais ablater en périphérie et j'ai peur qu'il se frotte, je peux mettre un 130 ou un 120 et je n'ablate pas en centre. Un patient que je vais ablater au centre, je préfère mettre un flap plus fin et lui dire « Monsieur, j'ai mis un flap très fin, faites attention. » Et je peux même à la fin, s'il est trop fin, de mettre une lentille pansement parce que j'ai peur du pli du capot. Rien n'est figé, tout est étudiable et tout est dossier par dossier. Donc j'ai le profil d'ablation, la forme dialo, je peux faire un hinge supérieur, je choisis le supérieur, la taille, j'ai des choses que je répète, et même le side
4 angles, la découpe que le laser fait en périphérie, j'ai choisi une découpe à 70 qui va donner le minimum d'invasion épithéliale. C'est qu'on va bloquer un petit peu l'épithélium pour qu'il ne rentre pas dans l'interface. Donc, quand vous mettez tout ça, vous vous protégez contre les erreurs. Vous avez les idées claires. Comme le pilote, il a tout, il a le vol, il a le couloir dialo, il a le غادي يمشي ماشي عطل السما تيقول لهم خاويه هاد البلاصه ندوز منها. Vous avez compris. Et vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc, si vous avez remarqué, j'insiste sur la rigueur et les protocoles et les processus. Donc ça, c'est la technique. Donc là, je travaille avec un laser Zimmer. Tous les lasers se valent. Pas de laser meilleur que d'autres. Tous les femtos se valent. Des petites différences entre les machines, mais ils se valent. Vous pouvez faire ça, avec le Visumax, avec... Donc vous voyez, il y a une ambiance dans le bloc opératoire, parce que les malades sont trop stressés. Voilà. Donc ça, c'est avant-après. Donc on a le profil d'ablation. Ici, c'est moins 1,50. Donc ça, c'est la différentielle. Vous voyez, l'aplatissement. Alors regardez, ça, c'est très... Je voulais vous montrer ces 3D. Ça, c'est la cornée en préopératoire en 3D. Ça, c'est la cornée en post-opératoire en 3D. C'est comme une assiette. Si vous faites une ablation de moins 4, c'est une assiette. Si vous faites une ablation de moins 1, c'est une assiette assez peu profonde. Si vous faites moins 8, zlafa. C'est pour ça que je ne suis pas très ablatif. Dans les fortes amétropies, je préfère faire les additions et faire des implants phaques. Pourquoi? Parce que quand vous faites une ablation importante, vous allez avoir une hémétropie et vous allez avoir une bonne acuité visuelle. Mais dès que la pupille commence à s'élargir, vous allez avoir des aberrations. Donc, soyons raisonnables dans l'ablation. Soyons raisonnables dans l'élaboration de cette assiette. Une assiette correcte, mais pas très profonde. Plus elle est profonde, plus on a d'aberrations, parce qu'elle va être profonde et pas très large, parce qu'on ne va pas vouloir enlever beaucoup de tissu, donc on va réduire la zone optique. C'est pour ça que je n'ablate pas beaucoup au-delà de moins 6, moins 7, et je passe la main à la chirurgie d'implantation intraoculaire qui me permet d'avoir une zone optique large de traitement sans ablater rien du tout et sans avoir d'aberration générée au niveau de la cornée que j'aurai difficulté à retirer si j'ai un résultat qui n'est pas satisfaisant. Voilà, donc ça c'est un hypermétrope. Donc ça c'est comme si on a traité plus 4 plus 1,75. Donc regardez le résultat, donc on a rajouté 5. هذا هو le patient le plus 7 ou le plus 6 ou شي حاجه. هذا هو avec le patient اللي كان je pense c'était lui. Donc regardez la cornée, on va créer un petit kératocone. On va faire bomber la cornée, mais il ne faut pas dépasser 49 dioptries en post-opératoire. C'est les limites qu'on a déjà, qu'on connaît déjà. On passe. Alors, le traitement post-lasique, c'est des anti-inflammatoires, c'est des stéroïdes en 15 jours, des larmes artificielles. La thérapeutique post-lasique, elle est plus gentille que la thérapeutique post-PKR. Ils mettent moins de traitement, mais il faut lubrifier. Lubrification, vous leur dites 6 mois de lubrification minimum. Il va y avoir une petite sécheresse oculaire qui s'installe, qui est transitoire. La sécheresse oculaire finale, on crée toujours une petite sécheresse oculaire. Mais venant d'un film lacrymal qui est strictement normal, le patient peut tolérer une petite sécheresse oculaire. Et toutes les techniques donnent de la sécheresse oculaire. Même la cataracte, vous remarquez quand vous opérez une cataracte, vous ne coupez même pas la cornée et vous avez de la sécheresse oculaire. Donc, mais il y a une technique qui ne donne pas de sécheresse oculaire. L'inconfort, il existe dans toutes les techniques. Oui. Alors, les complications. Les complications, alors ça, c'est une complication sur un patient chez moi. Pressure Induced Stromal Keratitis. Vous connaissez cette complication? Le PISC. C'est un patient que j'ai opéré de LASIK, qui était très bien la première semaine. 10 jours plus tard, flou visuel. Il arrive, on l'examine, on fait un examen systématique de tout. On trouve un tonus à 30. Et on trouve un tonus à 30.
Et quand on fait l'OCT, on a une accumulation de liquide dans l'interface. Le problème de ce diagnostic, c'est que c'est un diagnostic différentiel de la diffuse lamellar keratitis, qui est le SOS syndrome. Faire la part des deux est très importante. Pourquoi? Parce que le traitement est opposé. Quand tu as une pisque, c'est quoi? C'est un patient à qui tu as fait du LASIK, et sous l'effet des corticoïdes que tu donnes, il est très sensible aux corticoïdes, mais il a fait une hypertonie oculaire. Cette hypertonie oculaire, elle a donné une exsudation dans l'interface. Et l'exsudation dans l'interface a donné un flou visuel. Ici, vous avez l'interface qui a eu de l'eau dans l'interface. C'est quoi le traitement? Les antiglaucomateux. On arrête la corticothérapie, antiglaucomateux, 48 heures, 10 dixièmes. Si vous croyez que c'est une SOS syndrome et vous ne prenez pas le tonus parce que vous avez peur de toucher une cornée qui vient d'être opérée, eh bien, vous allez passer à côté d'une complication que vous allez pérenniser et bien sûr, le patient a une hypertonie oculaire très sévère. Si je mesure 30 sur un LASIK, c'est que c'est un 50. Parce que la biomécanique de cornée, elle a diminué. Donc, il y a des cas de pisque avec tonus normal. La vraie pression dans l'œil est de 30, mais quand vous mesurez, c'est 15. Il faut connaître la chronologie d'apparition de la pisque. Et il faut la suspecter. Il faut savoir faire la différence. Être un chirurgien réfractif, c'est être quelqu'un qui est capable de détecter les complications au bon moment et de les traiter au bon moment. Une pisque que je traite par des corticoïdes, je suis en train d'aggraver sa situation. Donc, pisque, donc je vous donne juste le nom de la maladie elle est assez rare, mais elle existe. La diffuse lamellar keratitis, ça c'est pas un cas à moi, on l'a ramené d'internet. Alhamdoulilah, je n'ai pas eu. Pourquoi? J'en ai pas parce que j'espère que j'en aurai, je n'en aurai pas, je croise les doigts. Parce qu'on n'utilise pas de talc dans le bloc. Interdit les gants talqués dans le bloc. Parce que la ma'roufa, SOS syndrome, c'est le talc. Et quand tu enlèves le talc, tu enlèves le risque. La diffuse lamellar keratitis, c'est une inflammation de l'interface et qu'il y a 4 grades. Les premiers grades, tu peux les traiter par des corticoïdes. Après, tu augmentes les corticoïdes. Et dans la phase la plus avancée, il faut soulever le flap, laver et mettre une petite goutte de corticoïde dans l'interface et fermer. Et en général, ça se passe bien. Parmi les complications, les halos, donc les patients qui se plaignent de halos, c'est du subjectif, des patients qui ont du mal à conduire le soir. Il y a dry eye, donc la sécheresse oculaire post-opératoire. Ça, c'est des patients opérés ailleurs qui sont venus pour sécheresse post-LASIK, etc. On trouve une sécheresse, mais quand on trouve ça, on ne va pas leur dire « Ah, la chirurgie a fait la sécheresse ». Non, on va traiter, on va mettre des choses, on va mettre de lumière pulsée, etc. Toujours rassurer le malade. Un patient qui vient et qui a été opéré ailleurs et qui a un petit souci, quand vous lui dites « Vous avez un souci parce qu'on vous a fait tel geste », vous ne lui rendez pas service. Si vous lui dites, vous prenez votre temps, très bien, on n'a rien à reprocher à ce médecin. Vous avez un problème, on va le prendre en charge. Alhamdoulilah, docteur. Rachouf, tout est question de discussion avec le malade. Vous allez, il a قلتي له راه خرج عليك ولا دار لك هادشي اللي دار لك راه لازيك هو اللي دار لك sécheresse oculaire. Est-ce que vous rendez service au malade? Non. Est-ce que vous rendez service aux confrères? Non. Est-ce que vous rendez service? Non. Est-ce que vous rendez service à la technique? Non. Est-ce que vous rendez service à la médecine marocaine? Non. Le patient va prendre l'avion, va partir ailleurs. Donc, même si je vois une sécheresse post-LASIK, post-PKR, on va donner un traitement, si c'est normal. Maintenant, avec la pollution, avec tout le monde a tous des sécheresses, vous êtes toujours devant l'ordinateur, vous regardez Instagram, c'est à cause de ça. Donc, essayez de ne pas relier la complication à l'acte, parce qu'on a tous des sécheresses oculaires. Donc, on a eu des patients réchauffés, parce qu'ils sont partis ailleurs. Ah voilà, انا قال لي الدكتور فلاني انت اللي درتي لي حيت لا سيشخيس اوكولير وتنولي تنجبد الدوسي انيسيال راه الشيغ كان عندك مزيان وراه il faut attendre. C'est du temps perdu, c'est de l'énergie, de la salive perdue pour moi. Et après, est-ce que vraiment il va refaire confiance à l'autre? Donc راه حنا اللي كنهرسوا la réputation ديالنا quand on a même si je vois un DLK,
Je lui dis, c'est normal, c'est quelque chose qu'on va gérer, c'est une inflammation qu'on va gérer. Je calme, et je me comporte avec le patient si c'était moi qui l'ai opéré. Mais si moi je l'ai opéré comme si une jarre نخبي وندير له فابور وندير له وحيت فتح له الكونفرير غنبغي نركب على الكونفرير. Non. Le confrère est ton confrère, c'est un frère. Il faut savoir gérer les patients des autres. Alors l'invasion épithéliale, elle a diminué. Alhamdoulilah, on en trouve très peu. L'invasion épithéliale, elle était plus fréquente de l'ère du microkératome. Microkératome parce que tu as une coupe qui est plane et donc l'épithélium va rentrer. Avec les découpes qu'on fait maintenant, en périphérie angulée, donc l'épithélium a une difficulté à rentrer et, alhamdoulilah, je n'ai jamais eu d'invasion épithéliale. Le traitement, il faut trouver le tunnel, il faut suturer la zériaque. Et tu peux même soulever, cureter, mitomycine, remettre, suturer. C'est un peu... Heureusement que c'est rare. Vous pouvez rentrer et lire sur l'invasion épithéliale. Et bien sûr, l'inflammation de la cornée, l'inflammation de surface, etc. On passe. L'infection aussi, l'abcès. Là, les ectasies. Donc, l'ectasie, ouais, de sujet, couper la cornée, pas couper la cornée. Couper la cornée, c'est difficile, c'est machin. Chauffe, chacun ses convictions. Moi, je reste pour, quand je veux couper une cornée, je dois être sage. Il faut que j'ai que des feux verts. Si j'ai que des feux verts, je suis dans les normes, et je suis dans les normes des classifications, je peux couper la cornée. Et je peux avoir une complication dans les normes. Mais il y a des complications à chaque technique. La PKR a des complications, le LASIK a ses complications, le SMILE a des complications, et l'ICL a ses complications, et la FACO a ses complications. Il n'y a pas de technique plus dangereuse que l'autre, c'est en fonction de chaque conviction de chaque personne. Ça, c'est une ectasie post-lasique opérée chez un confrère. Alors, quand on a une ectasie, première des choses que je demande, est-ce que vous avez une topographie préopératoire? Et on trouve parfois des petites anomalies préopératoires à qui on n'a pas fait attention. Mais au patient, qu'est-ce que je lui dis? Ah, nickel, la topographie directe. Mais au fond de moi, j'ai remarqué l'anomalie. Je ne vais pas dire, oh, il y a bien, علاش داروا لك اللازيك. باش غنفيدو غنشعل العافية. Donc, je vais voir et ça va me faire partie de mon apprentissage. كيجيب لي ان بنتاكام داروا شحال هذه ولا انوربس كان فيه ديك لاتيتانوم يقول اي هاد الانومالي هذه تي عطات اكتازي وحنا كنا نشوف اليفاسيون فيها غير بلس 8 ما وصلتش كاع لديك 18 وعطاتني الاكتازي. Donc je me pose des questions, je vais prendre ce cas positivement pour améliorer ma formation. Et si le confrère je le connais, كنعيط له نقول له فوالا عرفتي لك الباسيون ديالك جبد الدوسي شوف راه فينالمون سي اون اكتازي راه نجمعوا لك هاد الاكتازي كاملين ونديروا اون ايتود ماروكان لي زيكتازي ما فيها تعيب. La complication elle est normale, بالعكس on peut sortir avec des recommandations ديالنا. Donc l'ectasie ماشي عيب, elle est exceptionnelle, très rare, j'en ai vu 6 ou 7 dans toute ma carrière ou la 8. Mais Dieu sait combien je vois de kératocone par jour. Donc elle n'est pas fréquente vu le recrutement que j'ai de ce type de malade. Alors ça, c'est le score, il faut le connaître. Ce score, c'est une étude de Randleman, c'est un Américain qui a justement fait ce travail. Ils ont réuni toutes les ectasies et ils ont pris les topographies préopératoires, ils ont fait une évaluation et un scoring. Et ce score, il est sympa. Imprimez-le et mettez-le devant vous. À un certain moment, ils ont mis quelques paramètres. La topographie de la cornée, le stroma résiduel, l'âge, l'épaisseur de la cornée initiale et la réfraction traitée. Plus vous vous approchez d'ici, vous êtes à haut risque d'ectasie. Plus vous vous approchez de là, vous êtes à faible risque d'ectasie. Moi, je mets cette ligne. Et cette ligne, je l'arrête même pas. Pour le LASIK, non. Ma ligne, elle est là, juste une petite entrée là, et je reviens. Voilà. Je suis cette recommandation-là, et avec pour l'âge, je vais jusqu'à 26 ans, et je reviens. Mes indications, à la table, et j'ai pris le crayon vert, et j'ai dessiné. Donc, moins de 26 ans, je ne fais pas de LASIK. Donc, déjà l'âge, moins de 26 ans, je ne fais pas de LASIK. Mais au-delà de 26 ans, je le fais. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Au-delà de 30 ans. Ce qui est aussi logique. Il a un raisonnement derrière.
Alors, la topographie, qu'elle soit parfaitement normale. Je ne vais pas faire une asymétrie et la faire au LASIK. L'épaisseur du lit résiduel au-delà de 300. Et l'épaisseur initiale de la cornée au-delà de 510, au-delà de 500. J'ai fait une étude ici que j'ai publiée, que la cornée marocaine, normale, elle commence à 470. Voilà. 480 chez nous, c'est normal. C'est une cornée parfaitement normale. Mais statistique marocaine, pas statistique occidentale, ni canadienne, ni allemande. Les cornées n'ont pas la même épaisseur chez nous. Comme on n'a pas la même taille. Les États-Unis, le Japon, la cornée marocaine, c'est une cornée fine, qui ne veut pas forcément dire qu'elle est malade. Elle est fine. Donc, j'ai fait une étude, on a fait des études statistiques, bureau de statistiques, et on a publié qu'au-delà de 467, elle est normale. 467, 432, limite. Moins de 432, elle est anormale. Statistique marocaine. Donc, si vous êtes à partir de cette ligne, vous vous protégez déjà. Et topographie, quand je dis normale, c'est-à-dire que vous avez fait la topographie, la courbure, les élévations, l'épithélium, vous avez tout évalué. Et en plus, le film lacrymal, le patient ne se frotte pas, tous les arguments, l'ablation n'est pas énorme, etc. À ce moment-là, vous êtes quand même dans une, on va dire, une sécurité assez élevée. Et même si vous avez une ectasie, vous n'êtes pas reprochable. Même devant un tribunal. J'ai utilisé les recommandations internationales. J'ai le droit d'avoir un cas d'ectasie si je fais 1000 LASIK. C'est normal. Comme une endophtalmie si je fais 1000 cataractes. Donc, une ectasie, et l'ectasie, on la prend en charge. On la prend en charge. J'ai des cas d'ectasie que j'ai pris en charge. J'ai placé des anneaux, je leur fais des topolines, etc. On peut prendre en charge des ectasies. Qui est quand même assez rare. Alors là, donc, أنا كندير هاد الأولى 0 or 2 low risk proceed with LASIK or surface ablation. أنا هنا كنمشي باللازيك. On passe tout ça. La classification de Randleman, elle est très bien. Les recommandations, alors LASIK pour les patients plus de 26 ans en suivant la classification et le bilan préopératoire doit être parfait, parfait de chez parfait. Si je vois le moindre doute, je change de technique. C'est bon, on a fini LASIK?